Je vous conseille de ne pas louper les prochaines minutes qui vont suivre dans cette vidéo parce que j'ai le plaisir de pouvoir interviewer Enzo qui à l'âge de 22 ans génère plus de 20 000 euros avec son agence SMMA. On va avoir énormément de valeur, énormément de conseils dans cette interview et c'est vraiment une vidéo qui va pouvoir permettre à toutes les personnes qui n'ont pas encore de résultats avec leur agence, qui veulent développer un business d'agence ou alors qui ont leurs premiers résultats et qui aimeraient bien vraiment se développer encore plus, d'avoir énormément de conseils à appliquer directement après celle-ci. Donc Enzo, j'espère que tu es chaud, j'espère que tu es bouillant pour transmettre un maximum de valeur à nos auditeurs. Je te présente rapidement et tu me dis si j'oublie des choses. Donc Enzo, comme je vous l'ai dit, il a 22 ans, il génère plus de 20 000 euros par mois aujourd'hui avec son agence. On le verra, c'est pas sa première agence, donc il a eu plusieurs business. Et avec Enzo, on a une relation un peu particulière, c'est pas un simple invité sur la chaîne. Enzo, c'est aujourd'hui un associé sur un de nos business et c'est aussi le coach, le main coach, le coach principal de tout mon accompagnement, c'est-à-dire que c'est lui qui aujourd'hui coach donc en coaching ou bien même en accompagnement nos membres au quotidien. Et en fait, du coup, ça c'est vraiment un point important parce qu'il envoie des personnes qui débutent, il envoie des personnes qui échouent et il envoie aussi des personnes qui réussissent. Et en plus de du coup son expérience, il va pouvoir nous faire passer en fait l'expérience de tous nos membres. On parle quand même de plus de 800 personnes aujourd'hui qui débutent, donc ça va être exceptionnel. Je t'ai bien résumé, ça a été vraiment rapide. Enzo, je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Maintenant, depuis le mois de mars, j'ai rejoint le système en tant que coach. Avant ça, j'avais des agences SMMA, j'en ai encore. J'ai fait des pivots, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Il y a eu des réussites aussi, notamment récemment. On a des grosses réussites et ça tourne bien. Donc, je vais pouvoir vous partager un petit peu tout ce que je sais à ce sujet, que ce soit par rapport à nos membres ou par rapport à moi. Super Enzo, je te remercie. Comme tu dis, tu es dans une phase où ça monte beaucoup, donc tes chiffres de ton agence progressent énormément en ce moment. Et j'aimerais bien du coup que tu fasses un peu dans un ordre chronologique, en fait, qu'est-ce qui s'est passé rapidement pour toi dans le SMMA. Il y a eu beaucoup de changements ces temps-ci, et donc ça a été quoi en fait les chiffres un petit peu que tu as pu avoir et pourquoi et comment quoi. Exactement. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a quelques années, moi j'ai commencé le SMMA il y a 3 ans à peu près avec mon associé. Les débuts étaient un petit peu difficiles, etc. On avait une première agence. Cette première agence, du coup, sur du long terme, on a beaucoup galéré la première année. Après, la deuxième année, ça allait beaucoup mieux. On l'a monté en early 5 chiffres, donc c'est-à-dire au début des 5 chiffres. Beaucoup de problématiques, etc. Ça nous plaisait plus trop. On a décidé de complètement pivoter en gardant plus ou moins la même structure et le même service. Donc, on a fait un pivot. On allait du coup sur quelque chose qui ressemblait un petit peu à ce qu'on faisait, mais avec une autre typologie de clients. On l'a aussi monté du coup à 5 chiffres. Du coup, je vous dirais, sur le mois de mai, juin, etc., on a pris pas mal de décisions pour faire un pivot tout l'été. Donc, du coup, deuxième agence ici. Donc ça fera le troisième pivot, c'est ça? Voilà, exactement. C'est exactement Okay. ça. Ouais, troisième Super. pivot. Donc, ouais, c'est pour montrer aussi que ça peut évoluer et le market fit n'est pas instantané parfois. Et puis, ça dépend beaucoup des personnalités de chacun. Mais fin juin, on décide de faire un pivot alors que on avait une agence qui tournait, on avait des clients fidèles, on apportait pas mal de résultats. Mais plein de problématiques, plein de petites choses qui nous embêtaient un petit peu, pas nécessairement d'un point de vue scaling, mais beaucoup plus par rapport à notre personnalité. On aimait beaucoup moins ce qu'on faisait, ça donnait un petit peu moins de sens. Et du coup, on a décidé tout l'été en fait de repivoter. On a tout restructuré, on a dégraissé des clients. On en a gardé qu'un, je crois. Donc, c'est-à-dire qu'on a viré tous nos clients. Alors, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est-à-dire que quelqu'un, il a des clients, ça tourne, ça marche bien, il vire tout le monde. Et puis, derrière, voilà, on est reparti de zéro dans le sens où on passe en juin d'une agence qui fait early 10 cas par mois, par exemple. Je vous dirais même, on était entre 15-16 en juin. 15-16 000 euros, ouais. Ouais, à peu près. On a viré tout le monde. Août, 0 euros. Pivot, restructuration totale, rebranding. Septembre, du coup, en partant de zéro, donc vraiment from scratch avec pas mal de choses différentes, 6 500 euros. Octobre, 17 500. Et là, on va clôturer novembre à un petit peu plus de 20 000 en principe. Incroyable. Franchement, incroyable. En fait, ce qui est ouf dans ton parcours et du coup celui de ton associé, c'est qu'en fait, c'est comme si vous aviez une formule un peu secrète que tu vas nous donner dans cette interview pour comment en fait prendre une agence de zéro et l'emmener dans tous les cas, tout le temps, à plus de 5 chiffres, donc à plus de 10 000 euros par mois. Parce que du coup, tu l'as fait 3 fois. Et ça peut être un peu bizarre pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être débutants, qui n'ont pas encore de résultats, de se dire « Attends, mais Enzo, t'es malade ou quoi? T'as des clients, tout tourne, tu arrêtes. Moi, ça, c'est mon rêve. Je veux un business qui fonctionne, etc. » Et je pense que ce qu'il faut que les gens se disent, c'est qu'au départ,
ton but, c'est de faire de l'argent avec un business. Et puis ensuite, après, tu vas faire un peu ton capricieux. C'est-à-dire que quand tu as fait de l'argent et que tu es bien stable et que tu as ta liberté, bah, tu vas chercher aussi l'épanouissement en plus de l'argent. Et de ce que j'ai compris, c'est ce que vous avez cherché. Donc ça, c'est génial parce qu'on va beaucoup, du coup, parler en fait de comment vous y êtes pris pour en 3 mois générer ces 20 000 euros. Je précise, avant du coup qu'on rentre vraiment dans tout le vif du sujet, Enzo va être la personne qui va, dans le futur, faire énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui me regardent, vous avez vu que les vidéos ont un petit peu diminué récemment. Et c'est normal parce qu'avec mes problèmes de santé et ma chaîne principale et tous mes autres réseaux et les business, etc., eh ben, j'ai des difficultés pour faire des vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors pourtant, c'est une chaîne YouTube que j'adore et que vous adorez. C'est une chaîne où il y a énormément de conseils business. On parle de SMMA, d'agence AIA, où on essaie vraiment de tout donner en fait gratuitement pour vous aider à atteindre vos objectifs. Sauf qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire de vidéos. Et Enzo, comme vous le savez, c'est le coach, donc manager de tout l'accompagnement Swiss System. Il a une valeur énorme à apporter dans le SMMA. Et donc, ne soyez pas surpris, vous allez le voir beaucoup plus faire des vidéos sur la chaîne pour que tout simplement, on continue à vous transmettre de la valeur. Donc, c'est important de soutenir aussi Enzo. C'est son début un peu sur la chaîne avec cette interview. Il en a déjà fait une, pardon. Mais là, du coup, il va en avoir plein d'autres. Donc, je suis excité pour cette aventure. Enzo, j'ai une question. De ce que je vois, voilà, tu arrives à prendre une offre, enfin une agence, la mettre de 0 à 10 000 euros par mois. Selon toi, c'est quoi en fait le process pour arriver à faire ça? Comment on part en fait vraiment de complètement zéro et comment on va l'emmener à 10 000 euros par mois alors que plein de personnes n'y arrivent pas? C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui n'y arrive pas. Mine de rien, c'est vrai que c'est aussi mon but dans l'accompagnement de montrer, lors des coachings ou autres, voilà, dès qu'il y a une personne qui a une problématique, comment j'aurais fait. Je donne un petit peu des conseils sur non pas une vérité générale, mais plutôt comment j'aurais fait. Voilà, c'est toujours avec bienveillance, etc. On n'est pas là pour juger les uns et les autres. Mais si je dois donner un petit peu ma patte à ce sujet, je dirais que finalement, les gens se cassent trop la tête. C'est-à-dire que, comme on dit, forcément, il faut pas réinventer la roue. On essaie de chercher des offres farfelues à droite à gauche, des choses qui n'ont jamais été faites, en se disant, OK, il peut y avoir un besoin ici, donc je vais essayer de créer quelque chose de nouveau. Ça, à la limite, c'est quelque chose qui est possible quand tu as déjà généré énormément d'argent, que tu t'y connais très bien, tu as une grosse expérience, que tu connais parfaitement l'avatar. Mais autrement, ce que je vais conseiller de faire, c'est de prendre quelque chose qui marche, de tout simplement le dupliquer, du coup avec ce que j'appelle un avantage concurrentiel, très important. Dupliquer avec un avantage concurrentiel et derrière, ce qui va faire la différence, c'est au niveau du coup de la connaissance du besoin de l'avatar. Donc au début, c'est pas nécessairement facile d'imaginer, de se mettre à la place de notre potentiel client, de son prospect. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça selon moi? On va aller chercher le maximum d'informations à ce sujet, on va aller sur le terrain, on va aller démarcher, on va aller faire des sondages, on va aller recueillir de la data. Cette data va nous permettre forcément d'améliorer les messages de prospection, les pitchs, l'offre de manière générale. Vaut mieux pas créer l'offre parfaite dès le début. Les gens perdent beaucoup trop de temps avec ça. Ce qu'on va faire directement derrière, c'est qu'on va partir avec cette nouvelle data en prospection. On va mettre de l'intensité, du professionnalisme et évidemment, on va surtout essayer d'avoir confiance en soi pour derrière notamment les rendez-vous, etc. On va apporter un maximum de valeur lors des rendez-vous. On va faire une offre que j'estime être irrésistible. Quand on commence, il faut commencer avec des offres irrésistibles. On va pas commencer avec des offres pricées ultra high ticket. Quand on start from scratch, il faut commencer, il faut accepter au début de pas être payé, par exemple, à sa juste valeur ou autre. Il faut commencer comme ça. On fait ses armes. Même vous, ça va vous donner confiance au début de commencer ainsi. Et puis derrière, voilà, on close ses premiers clients. On prend toujours la data d'une semaine A à la semaine B. On utilise tout ce qu'on a fait lors de la première semaine. On se pose le dimanche, 1 heure ou 2, avec son associé ou tout seul. On regarde ce qui était bien, pas bien, et on améliore pour la semaine d'après. On refait des tests comme ça, et c'est comme ça que j'ai réussi le plus rapidement possible à avoir des résultats sur l'ensemble des activités agence. Ok, bon écoute, on coupe la vidéo là, c'est bon, vous avez votre plan d'action pour générer plus de 10 000 euros par mois avec votre agence. Vous avez vu en plus, c'était précis, c'était millimétré, et je pense que tout ce que tu as dit là, c'est des très très bons conseils. Et ton premier conseil disait qu'en fait, il fallait pas réinventer la roue, fallait un petit peu copier en fait. Fallait copier quelque chose qui se faisait déjà et qui marchait pour ensuite le refaire, donc dans son offre, dans le service qu'on allait proposer. Mais toi, donc, tu as eu 3 agences avec 3 services différents. Pourquoi tu as choisi ces services-là et pas une autre? Je me mets dans la peau de quelqu'un qui débute, qui soit a un service qui fonctionne pas encore, ou soit n'a pas encore trouvé son service. Comment en fait il peut se dire, ok, Enzo et Adam, c'est cool, je vais pas réinventer la roue, je vais copier, mais j'ai quand même 50 opportunités de services différents. Donc comment en fait je pourrais
Comment toi, en fait, tu as décidé de trouver ces services-là? Alors déjà, ce que je dis tout le temps, notamment à nos élèves, à nos 800 élèves, lors de coaching ou autre, c'est que, et je mets un disclaimer là-dessus avant de passer à la suite et de répondre à ta question, c'est que selon moi, c'est propre à moi, tous les formateurs ne le diront pas, tous les coachs ne le diront pas, mais je pense sincèrement qu'une niche et un service aujourd'hui, c'est quelque chose d'ultra personnel. C'est quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde. Un service va très bien marcher selon des personnalités et du coup, évidemment, ça va forcément varier par rapport à ça. Me concernant, j'avais déjà un petit passif dans les ads du fait que j'avais un petit peu, comme tout le monde, testé le drop, etc. D'ailleurs, on en avait fait une interview auparavant, j'avais perdu beaucoup d'argent là-dedans. On mettra l'interview d'ailleurs dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller voir l'autre interview qu'on a fait avec Enzo. Du coup, forcément, on avait, avec Valentin, mon associé, une grande affinité avec les publicités sur les réseaux sociaux. Donc, de là, on s'est dit, la pub, ok, c'est cool. Ça n'a pas marché pour nous, nos business directement, mais on va essayer de l'implémenter, nos process, parce qu'on était plutôt bon dedans quand même, en termes d'analyse, il y avait des choses encourageantes. Et même, on aimait bien ça, on aimait bien ce process de implanter de l'argent, en tirer un retour sur investissement, un multiplicateur. Juste ce process-là, on aimait beaucoup. Okay. Et on a toujours eu l'œil aiguisé en termes d'analyse, on a toujours été minutieux à ce sujet. C'est des choses qu'on aimait beaucoup. Donc, on a tout simplement utilisé ces services qui étaient à la base pour nous, pour des entreprises qui tournaient déjà. Et on s'est dit, on va voir ce que ça donne. Peut-être que nos services sur nous, ils marchent pas, mais nos services sur des personnes business qui marchent déjà, ça marchera. Vous vous êtes dit en fait que peut-être que si votre business ne fonctionnait pas à ce moment-là, donc de dropshipping, c'était pas à cause de vos stratégies marketing, mais c'était plus par exemple à cause du produit ou du business en lui-même, pas le dropshipping, hein, mais le produit. Et je trouve que c'est super intelligent parce que beaucoup de personnes à ce moment-là se seraient découragées et se seraient dit en fait non, toutes mes stratégies sont nulles à chier, ça marche pas pour moi. Et en fait non. Vous avez été chercher plus loin et je pense que c'est très smart parce qu'en plus de ça, en dropshipping, le produit, c'est quasiment un des trucs les plus importants. Tu peux avoir les stratégies marketing que tu veux, si ton produit ne plaît pas, tu ne vendras pas. Et c'est vrai que si par contre un service ou un produit se vend déjà, si derrière vous faites de la pub et que vous faites bien, ça fonctionne. Ok, donc vous êtes parti en fait d'un truc qui était assez personnel, une expertise et puis aussi une envie. C'est-à-dire, vous n'avez pas forcément fait de réseaux sociaux par exemple, vous n'avez pas vendu de l'accompagnement dessus, parce que c'était pas ce que vous avez envie. Et je pense que ça, trop peu de personnes, en fait, vont avoir le même réflexe que vous. C'est-à-dire qu'elles vont se mettre, elles vont essayer de vendre, par exemple, de la publicité Facebook, alors qu'elles sont vraiment pas bonnes sur ce vecteur d'acquisition. Moi, c'est la même chose, par exemple. Je suis très nul en publicité, donc j'irai jamais en vendre. Et en fait, les gens essayent de vendre des services, donc en fait, ils copient même beaucoup trop. Tu vois, le conseil copier et pas réinventer la roue, il y en a plein qui l'implémentent, mais qui vont pas se poser la question, ok, quelles sont mes forces, quelles sont mes compétences et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc ça, je pense que c'est génial que tu aies donné ce type-là. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, qui est intéressante, c'est par rapport à mes débuts. C'est-à-dire que du coup, avec Valentin, on était extrêmement découragés, un an et demi à tester le drop, etc., par-ci, par-là, des boutiques montées toutes les 48 heures, 72 heures, des milliers et des milliers d'euros d'argent perdu. On était un peu découragés. Au bout d'un moment, on se dit, est-ce que la pub, ça marche? On voit des mecs avec des dashboards partout, des Facebook Ads, des machins. Donc, on signe notre première cliente au bout de 6 à 8 mois de notre première agence. C'était en Q4, donc en fin 2020 à l'époque. C'était exactement ça, ouais. Fin 2020. On signe notre première cliente. On l'a signé quelque chose comme 800 € sur du frais de setup. Derrière, on prenait des pourcentages, etc. Bon, voilà, c'est un détail, mais c'était un très mauvais choix de pricing. Et derrière, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a mis le paquet sur sa stratégie. C'est quelqu'un qui vendait, si tu veux, de la maroquinerie en e-commerce. Okay. Qui avait une brand bien brandée. Ça ne tournait pas beaucoup. Et derrière, on a juste dit, OK, il y a un minimum de market fit. C'est beaucoup plus quali que ce qu'on faisait avant en drop. On met nos systèmes pub dessus, on voit ce que ça donne. C'est quelqu'un qui faisait quelque chose comme 2500 € par mois. Tu vois, tout début, la marque vraiment from scratch. On bosse un mois avec cette personne. Le compte Insta qui passe de 5000 abonnés à 18 000. Non pas avec les pubs, mais des stratégies complémentaires, comme tu le sais, marketing d'influence, etc. Et derrière, avec les process pubs, 18 000 € générés pour cette personne. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on s'est dit, première cliente, là, il y a l'espoir qui est revenu. On s'est dit, ouais, ça marche. On a un truc, on va continuer dessus, on va focus. Ouais. Et je pense que ça a été un déclic hyper important pour vous parce que y a plein de personnes qui débutent et qui ont peur en fait de pas apporter assez de résultats à leurs clients. Et du coup, lorsqu'ils vont être dans une vente
ou dans un démarchage, ils vont pas le faire à 100% parce qu'ils vont douter. Et je pense, tu me diras si je me trompe, mais qu'après, en fait, avoir réellement vu que, OK, le marketing digital, ça marche, OK, on apporte vraiment des résultats à nos clients, à nos clientes, maintenant, on peut y aller à 100%. On n'a plus aucune croyance. Et je pense que du coup, bah, à ce moment-là, vous avez cherché encore plus de clients et ça a explosé. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. On a galéré à avoir la première. La première s'est bien passée. Et en fait, ça a découlé derrière. Alors, ça n'a pas été 5 clients le mois d'après, mais ça allait beaucoup plus smooth, ça allait beaucoup plus vite, plus de rendez-vous, plus de feedback, des rendez-vous beaucoup mieux convertis. Tout à fait. Tu es d'accord pour dire que le premier client, et de toute façon, c'est ce qu'on répète souvent, c'est vraiment le plus dur à avoir. Après, en fait, c'est de la répétition et plus on avance, plus c'est pas simple, mais plus on a les process. J'en suis complètement convaincu. Et d'ailleurs, je pense que je vais prendre 30 secondes pour donner un petit tips à toutes les personnes qui nous regardent, parce que tu as mentionné un truc super, super intéressant, et ça arrive beaucoup à nos propres élèves au début. Après, c'est des trucs qui disparaissent, etc. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, si vous êtes dans la situation où vous êtes au début, vous n'avez pas confiance, comme a dit Adam, vous n'avez pas trop confiance en votre service, en votre produit, globalement en vous, en marketing, vous avez peur d'apporter du résultat et donc de closer ce fameux client dès le début. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arriver dans une posture où la personne en face de vous va sentir que vous êtes stressé un petit peu. Forcément, vous n'allez pas nécessairement lui donner confiance. La confiance, c'est la clé au sein d'une vente parce que vous-même, vous n'avez peut-être pas confiance en vous à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? La personne va essayer de gentiment, vous dire que ça sera pas possible à 99% du temps. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Derrière, elle va vous dire que c'est pas possible. Vous allez tout remettre en question alors que c'était vous à la base le problème. Mais du coup, pour contrer un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est au début, comme on disait, ne lâchez pas les chevaux trop vite. Ne vous mettez pas la pression avec des pricing à 1K5, 2K, 3K, 5K, un petit peu farfelu. D'abord, la priorité, c'est de prendre confiance en vous pour améliorer vos taux de closing, pour améliorer votre assurance et ensuite rassurer les clients. Dites-vous que les personnes en face de vous ne voudront pas laisser les clés de leur maison à quelqu'un qui peut la faire brûler à tout moment. Donc, il va falloir absolument, du coup, que vous soyez cette figure d'autorité et de sagesse pour que quelqu'un puisse donner littéralement les clés de son business à quelqu'un comme vous. Donc, mon conseil, finalement, par rapport à ça, c'est de commencer vraiment doucement. Quand je dis doucement, c'est pas en termes d'intensité, c'est en termes notamment de pricing, parce que lorsque vous allez pricer peu dès le début, ou alors vous allez faire 1 ou 2 essais gratuits, vous allez avoir toute une pression qui descend parce que vous vous dites, au pire, la personne en face de moi n'a rien payé, je lui fais peut-être perdre un petit peu de temps, mais je me serai entraîné, et si ça marche bien avec elle, je vais prendre confiance, et derrière, tous les pricing que je voulais mettre en place vont pouvoir découler. Vous allez prendre en assurance, tous les rendez-vous derrière qui vont s'enchaîner, vous allez être ultra, ultra confiant. Je pense que c'est juste un conseil incroyable que tu viens de donner et j'espère vraiment que les personnes vont l'appliquer et vont l'écouter parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on débute, on veut toujours brûler les bateaux et ça, c'est un peu la génération réseaux sociaux. On voit plein de personnes qui deviennent riches hyper rapidement. On voit plein de personnes qui nous disent pricez des dizaines de milliers d'euros, c'est comme ça que vous allez pouvoir devenir riche, etc. Et en fait, tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, c'est pas vrai. Moi, quand j'ai commencé avec ma première agence, j'ai pris un client pendant 3 mois et je lui ai fait une prestation gratuite. Et à la fin de ces 3 mois, j'ai fait mes premiers 10 000 euros par mois lorsque j'ai commencé à pricer, parce qu'en fait, j'avais besoin justement de développer cette confiance. Donc, franchement, c'est un tip incroyable que tu as donné. Et si on devrait le résumer, ça serait en fait, ne cherchez pas à faire de l'argent au début avec votre agence, cherchez à gagner en compétences et cherchez à gagner en confiance. Votre principal objectif, votre target numéro 1, ça doit pas être en fait de générer des milliers d'euros. Ça doit être se dire, ok, je progresse et je suis en train de prendre confiance. Vas-y, j'ai accompli ce premier palier. Maintenant, je peux y aller all-in. Donc, ouais, je te remercie Enzo pour ça. J'aimerais savoir, du coup, donc, sur les 3 agences, tu as pu les monter à plus de 10K et même celle-ci donc, à plus de 20K et elle fait que d'augmenter et vous n'êtes pas loin d'atteindre les prochains paliers, donc 30, 40, 50K, je pense, sur le début d'année pro. Donc, ça va être incroyable. Pour faire autant d'argent, eh ben, il faut des clients, forcément. Et ben, avoir des clients, c'est ce qui bloque la plupart des personnes. Donc, comment toi, tu t'y es pris? Si tu peux un peu donner des tips et des moyens que tu as utilisés pour toutes tes agences pour obtenir ces fameux clients, et notamment, en fait, le tout premier. Comment on part de zéro et aujourd'hui, on obtient des clients et qu'on en obtient de plus en plus? Alors ça fait un petit peu bondir quand je le dis, mais concrètement, et j'imagine que vous avez dû l'entendre plein de fois, euh, tout se joue selon moi dans l'intensité. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas dans l'abondance, il y a personne qui va venir toquer à votre porte pour bosser avec vous. Donc la seule chose que vous avez à faire vous-même, c'est de vous-même aller toquer à la porte des autres. Sauf que si vous allez toquer à 10 portes,
sans case study, etc., c'est-à-dire sans étude de cas, tout ça, c'est un petit peu plus compliqué au début. Donc, il faut jouer sur le volume. Il faut jouer sur le volume et il faut également jouer sur l'intensité. Parce que le volume sur 3 jours, c'est bien beau, mais sur le volume sur 5 jours par semaine pendant un mois, en donnant tout, c'est nickel. La plus grosse erreur que je vois au sein de nous-mêmes de l'accompagnement, qui est vite rectifiée derrière quand je prends les personnes en coaching, c'est des personnes qui me disent « Enzo, j'ai fait mes 20, 30, 40 messages par jour. Je n'ai pas vraiment de résultat par rapport à ça. » Je dis « Ok, très bien. » On va dire le cas de Joris. Joris, notre personnage fictif dans la formation, qu'on utilise tout le temps pour les études de cas. Donc Joris, ok, tu as fait tes 20, 30 messages. Je lui dis « Tu as combien d'heures par jour allouées à la prospection qui doit représenter du coup, à l'heure actuelle, ton 20-80, donc c'est-à-dire 20% des actions qui vont t'amener à 80% des résultats, c'est-à-dire là où tu dois mettre ton laser focus. Combien de temps tu y passes, Joris? Il me dit 1 heure et demie. Ok. Donc en fait, les personnes sont bloquées dans un état d'esprit de volume. Ils mettent des barrières sur des volumes quotidiens plutôt que de mettre de l'intensité. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je vais répondre à Joris? Je vais dire à Joris, c'est très bien, sauf que là, tu viens de me dire que tu avais 8 ou 10 heures dans ta journée à allouer à la prospection et que tu en utilisais que 1 ou 2 par jour. C'est-à-dire que tu as 8 heures ou 6 heures dans la journée en plus que tu utilises, on ne sait pas pourquoi. Te renseigner, du produit, formation ou autre. Alors que si tu capitalises sur toutes les heures que tu as pour trouver le meilleur moyen, faire un maximum de testing, A/B testing, tester ses messages, tester son ultra personnalisation, envoyer le maximum de messages, peut-être tester une stratégie également multicanal en termes de messaging. C'est-à-dire, par exemple, envoyer un message sur Instagram, puis si on a le temps, et ça peut arriver, envoyer également sur LinkedIn et puis ailleurs, se former sur d'autres canaux. Alors, c'est pas ce qui est recommandé dès le début, mais si vraiment on a le temps, faut savoir que c'est possible. Derrière, il y a beaucoup de remises en question qui doivent être faites, selon moi. Comme on disait, faire quelque chose qui ne marche pas et s'obstiner sur quelque chose qui ne marche pas, ça donnera quelque chose qui ne marchera pas. Alors que si vous faites, par exemple, 100 messages par jour, beaucoup de volume, de l'intensité, qu'à la fin de la semaine, comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous posez, vous dites, OK, grâce à ces messages, j'ai réussi à avoir tel nombre de rendez-vous, j'ai réussi à avoir tel nombre de deuxième rendez-vous et tel nombre de closing. S'il y en a pas, vous remettez en question du coup l'endroit dans la chaîne où ça a bloqué. Je vous donne un exemple très concret. Vous arrivez sur 100 messages à avoir 10 rendez-vous. Sur 10 rendez-vous, vous n'arrivez pas à closer. Remettez en question l'étape du rendez-vous, mais ne remettez pas en question l'étape d'avant. Si vous n'arrivez à aller à aucune étape, remettez tout simplement en question là où vous allez prospecter vos clients et remettez en question la qualité de vos messages, l'intensité de vos messages et votre personnalisation. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, moi, de mon côté, c'est la personnalisation sur plusieurs canaux différents. Et en fait, je suis parti dans l'état d'esprit, pas de me dire quel est l'endroit qui marchera le mieux pour prospecter mes clients. Je me suis dit, où est-ce que mon client peut passer le plus de temps dans sa journée, sur quel canal? Et dès que je me suis vraiment posé cette question, j'ai pris un petit peu de feedback dans ma niche aussi. Ça, c'est le plus important, selon moi. C'est d'aller chercher soi-même le feedback dans la niche. Même si vous n'êtes pas dans la démarche de vouloir absolument vendre quelque chose à quelqu'un, prenez un rendez-vous, discutez avec lui, vous en saurez plus sur lui, sur ses collègues, le secteur d'activité de manière générale, et vous saurez mieux attaquer par la suite. Donc derrière, selon moi également, comme je disais, c'est au niveau de la personnalisation, pour y revenir. La personnalisation, c'est important. L'ultra-personnalisation, peut-être un peu moins, parce qu'on est toujours dans la dynamique de volume, mais un minimum de personnalisation. Tu préfères privilégier le volume ou la qualité dans tes démarchages, de toi, de ton côté? Franchement, selon moi, il n'y a pas d'excuse, on peut faire les deux. Selon moi. Selon moi. Okay. Donc, selon moi, on peut faire les deux. J'irai pas dans le premium qualité, j'irai dans le qualité où la personne se sent impactée sans se dire waouh, ce message a été fait exclusivement pour moi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, vous êtes dans une société d'attention, ça on le sait évidemment, et vous avez en face de vous une société qui reçoit des dizaines de messages comme le vôtre tous les jours. Du coup, il faut absolument faire ce qu'on appelle un hook, c'est-à-dire un bon hameçonnage, c'est-à-dire en fait attirer, piquer l'attention instantanément. Et concrètement, dans les messages, je faisais directement, par exemple, d'offres irrésistibles dès mes messages de prospection dès le début, tout ça. Et ça me permettait du coup de piquer la curiosité, attirer l'attention, qui est comme un phare qui sort du mail un petit peu. Et sachez qu'en rendez-vous, cette méthode m'a valu beaucoup de compliments de la part des prospects qui me disaient qu'ils n'avaient jamais été approchés de la sorte et qui me disaient d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils ont pris un call avec moi et pas avec les 10 personnes qui les ont démarchés le même jour, parce qu'on était du coup sur cette phase où j'étais
impactant dans le message. Et tu as un exemple justement de ce hook que toi tu donnais. Je suis désolé, hein, je tourne, il y a du mouvement chez moi, ça fait le ménage partout derrière, donc je tourne un petit peu la caméra, mais bon, on est authentique, on a les lunettes, on a la maison, on est tranquille, on est chill. Ouais, du coup, est-ce que tu as un exemple de ce petit hook que toi tu donnais et qui t'a valu en fait tous ces premiers clients et qui te répondent, quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans un cercle vicieux où elles envoient beaucoup de messages tous les jours. Déjà, on peut les féliciter parce que c'est la première étape, hein, c'est de réussir à envoyer des messages tous les jours, d'avoir la discipline. Mais derrière, elles ne voient pas forcément de résultats et du coup, elles sont à deux doigts d'abandonner. Et je suis sûr qu'en fait, il en manque vraiment ces petits 5% qui feraient la différence et qui leur permettraient en fait d'avoir enfin les résultats qu'elles méritent. Donc, ouais. Pour moi, il y a deux clés là-dedans. La première clé qui va concerner ce qu'on a dit à l'instant. Donc la première clé, ça va être par exemple un hook sur lequel vous allez pouvoir attirer l'attention, c'est-à-dire piquer le prospect, non pas là où ça fait mal nécessairement, Ouais. mais plus dans la compréhension. C'est-à-dire, en fait, vous devez tellement bien le connaître que vous allez peut-être rédiger quelque chose où moi, je vais pouvoir dire, je sais que vous êtes dans cette situation où vous en êtes là, vous faites ce type de résultat, vous bloquez ici, vous pensez que c'est impossible de faire cela, vous avez tout essayé, vous avez notamment essayé, par exemple, les pages de vente, les trucs, les scripts, les copywriting. Donc, ça, c'est des trucs que je faisais aussi. C'est mettre un petit paragraphe sur lequel je connaissais parfaitement la problématique de la personne en face de moi. Et à 90% du temps, ça, on était en plein dans le mille. Et derrière, du coup, la personne répondait parce qu'elle se disait, waouh, quelle est cette personne, du coup, qui connaît suffisamment ma situation, qui en plus, à la fin, me propose une potentielle solution potentielle. Donc, derrière, ça laisse sous-entendre plusieurs choses à la personne en face de vous. Notamment, ça laisse sous-entendre que vous n'êtes pas novice, vous n'avez pas fait juste un bête copier-coller, vous êtes quelqu'un qui est professionnel, vous êtes quelqu'un qui avait de l'expérience dedans, suffisamment d'expérience pour comprendre exactement les problématiques de votre avatar, et en plus de ça, leur proposer une solution, pas de manière agressive, lors d'un call. Moi, ce que j'aimais bien dire aussi, il y avait un petit trick par rapport à ça, bon, je vous le donne, même si j'imagine qu'il y en a certains qui le mettent, je faisais tout en 2-3 phrases pour leur faire comprendre qu'ils avaient absolument rien à perdre. Donc, je cassais toutes les objections possibles et imaginables en 2-3 phrases, pas plus. Et je leur laissais sous-entendre qu'ils avaient absolument rien à perdre et qu'au pire, ils auraient fait une belle rencontre et que ils auraient eu plein de bons conseils. Tu peux donner un exemple concret des 2-3 phrases on peut mettre pour casser les objections justement dans un mail ou dans un message? Imaginons que, je sais pas, ouais, tu veux me vendre, je suis ton prospect, et voilà, tu me vends quelque chose. Par exemple, à la fin d'un mail, je peux te dire que je peux dire, bah écoute Adam, je sais très bien que tu te fais démarcher tout le temps, que tu n'y crois plus, mais aujourd'hui, je te propose pas une solution miracle. Je te propose pas quelque chose qui va te changer la vie du jour au lendemain. Je vais pas te promettre, comme tout le monde, de gagner 1 million d'euros en tel nombre de temps. Mais je te propose quelque chose de vraiment tangible, palpable, prévisible, que je vais pouvoir te montrer au cours d'une démo dans laquelle tu vas pouvoir récolter le maximum de conseils et sur laquelle tu as absolument rien à perdre parce qu'au pire, on aura un petit peu échangé ensemble, tu auras fait un bon contact et tu auras eu plein de bons conseils, même si on n'est pas amené à travailler ensemble. Ok, ouais, j'aime bien parce que du coup, au final, moi, je sais que j'ai pas grand-chose à perdre. Au pire, je repars avec des conseils. Et c'est ce que la personne doit se dire, en fait. C'est qu'au pire, elle reparte avec quelque chose. Et du coup, si je fais un récap de ce que tu as dit, premièrement, tu veux leur montrer à quel point tu les connais, tu connais leurs problèmes, tu sais par quelles étapes ils sont en train de passer, quelles difficultés ils vivent au quotidien. Et deuxièmement, tu veux leur transmettre de la valeur, en fait. Dans cet appel, c'est pas juste un appel de prospection. Dans cette prospection par email, c'est pas juste un message de prospection. Non, tu vas être là pour leur transmettre de la valeur. On va donner un exemple très concret. Toutes les personnes qui sont là sur cette vidéo, imaginons que je suis en train de vous démarcher. En vrai, c'est la réalité. Avec cette vidéo, je suis partiellement en train de vous démarcher pour mon accompagnement, le Swift System, ma formation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aurais plus de chances de venir vous voir et vous dire « Achète ma formation, elle coûte 1 000 euros, etc. Tu vas voir, c'est cool, dedans, on t'apprend à créer un business, etc. » Venir te voir et d'essayer de te convaincre comme ça? Ou est-ce que j'ai plus de chances de te donner tout ce que j'ai ici et que Enzo te donne tout ce qu'il a ici pour que derrière, tu vois la valeur qu'on puisse t'apporter, que tu aies plein de conseils gratuitement et que derrière, tu développes cette fameuse confiance avec nous. Si tu as envie d'investir, tant mieux, comme ça tu nous rejoins. Et si tu n'as pas envie d'investir, dans tous les cas, tu repars quand même avec quelque chose.
Je pense que c'est le meilleur exemple. Bon, d'ailleurs, je fais cette petite pub maintenant. Si vous voulez rejoindre l'accompagnement, vous pouvez cliquer dans la description. 45 minutes d'appel où on répond à toutes vos questions, etc. Et surtout, en fait, c'est un appel de candidature. Donc, l'accompagnement est uniquement sous candidature. Et je pense que grâce à ça, vous avez vraiment vu, en fait, un exemple, une illustration. Donc là, c'est différent parce que vous êtes des particuliers et du coup, l'accompagnement, c'est une entreprise. Donc, B2C. Mais dans le B2B, c'est la même chose parce qu'au final, derrière, vous avez des humains. Des humains qui sont là pour écouter ce que vous avez à dire au téléphone ou pour lire vos mails. Donc voilà, je pense que ouais, c'est des excellents tips que tu as donnés jusqu'à maintenant, Enzo. Et quand on parle justement d'accompagnement et qu'on parle de personnes qu'on accompagne, toi, tu as l'avantage en fait d'être régulièrement avec des gens tous les jours qui se lancent dans le SMMA. Et du coup, je suis sûr et certain que tu peux illustrer en fait, et nous donner les erreurs les plus communes qui empêchent de réussir aujourd'hui. Dans le lancement d'une agence et dans le lancement d'un business. Tout à fait, ouais. Je peux vous donner quelques erreurs que je vois extrêmement souvent. La première erreur, selon moi, et on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est au niveau de l'intensité que vous allez mettre. Au début, en fait, et tout le monde a sa part de responsabilité sur le marché français dans le milieu des agences marketing digital, tout est fait, on dirait, pour que vous pensiez que c'est ultra facile, que vous allez y arriver en quelques messages et que vous allez aller à 10 000, 20 000, 30 000 euros dès votre premier jour. On a tous notre part de responsabilité là-dedans, moi le premier d'ailleurs. Mais au final, tout à fait. Mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, ça a déjà été prouvé. Il y a des personnes qui ont des facilités, il y a des personnes qui ont des back-end business, il y a des personnes qui ont une rapidité d'exécution, il y a des personnes qui ont aussi l'opportunité d'avoir ce qu'on appelle des offres market fit dès le début, c'est-à-dire des offres qui vont cartonner dès le début, mais c'est pas tout le monde. Donc oui, il y a des personnes qui ont réussi extrêmement rapidement, très rapidement même, mais au final, c'est vrai que c'est pas tout le monde. Donc ça déjà, c'est au niveau de l'intensité. L'intensité qui est sous-estimée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Beaucoup plus de volume de prospection, ne pas prendre ça à la légère, et évidemment, du coup, toujours au début, tant que vous n'avez pas de client, travaillez à fond sur l'obtention de ce premier client. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, j'en vois beaucoup plus en prospection, c'est follow-up. Les personnes s'imaginent que en envoyant un mail ou un message à chaque prospect, ils vont avoir une réponse. Et en plus de ça, ils vont avoir un rendez-vous. Et en plus de ça, ils vont avoir un closing, donc une vente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est un dicton un petit peu connu et familier dans la vente, c'est que l'argent se génère dans les follow-up et se trouve dans les follow-up. Donc, qu'est-ce qu'un follow-up? Donc, c'est ce qu'on appelle un suivi, du coup, follow-up. C'est le fait de relancer justement des personnes que vous avez déjà démarchées. Quelle que soit la timeline, donc soit 2 jours avant, 1 mois avant, 1 semaine avant, peu importe. Donc le but, c'est de les relancer le plus souvent possible, tant que vous n'avez pas de réponse concrète par rapport à ça. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup. Et il y en a, j'imagine, derrière l'écran qui vont se dire oui, mais c'est intrusif. Et puis il y a des personnes qui vont être énervées parce qu'on les a relancées, etc. Moi, le meilleur truc que je puisse vous dire par rapport à ça, et ça m'est déjà arrivé, il y a déjà des personnes qui m'ont dit ouais, limite c'est du harcèlement par mail. Vous m'envoyez trop de mails, etc. J'en ai marre. Qu'est-ce que je réponds à ces personnes-là? C'est que si vous m'aviez répondu ne serait-ce qu'un non, je ne suis pas intéressé dès le premier mail, est-ce que j'aurais pris le temps et la peine de derrière vous redémarcher, vous renvoyer des messages? Pas du tout. Donc tant que vous n'avez pas de réponse concrète, vous pouvez vous dire que le dossier est encore ouvert. Donc ça, c'est une énorme erreur. Et sachez que la majorité de mes closings, je les ai faits avec des relances. Et je pense que je peux donner juste une petite anecdote, désolé de te couper sur ça. Déjà, premièrement, au pire, si le client vous dit parce que l'anecdote que tu as donnée, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, vous ne le connaissez pas, c'est pas votre ami, vous n'allez jamais le revoir. Le jour d'après, il vous aura oublié, il pensera plus jamais à vous, donc vous n'en avez rien à faire. Arrêtez déjà de vous stopper en fait au regard des autres. Ça, on s'en fiche complètement. Ensuite, moi, je me fais en ce moment follow-up par quelqu'un qui me démarche, mais limite tous les jours. Et je respecte la chose à tel point qu'au final, je vais même donner un appel, la possibilité qu'on fasse un appel, parce que ces techniques de démarchage sont juste incroyables. Et à chaque fois, en fait, il vient avec des nouvelles approches. Et c'est vrai que la toute première approche, elle ne me correspondait pas forcément. Je ne voyais pas mon problème dans ses propos. Mais au bout de la 5e, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, j'ai ce problème. Et donc, c'est le moyen de montrer un peu quelque chose de façon différente. Donc, ouais, c'est un très, très bon conseil. Donc, désolé de t'avoir coupé. Prochaine erreur, du coup, que tu vois régulièrement sur les débutants qui se lancent. Prochaine erreur, je vous dirais que c'est un espèce de shiny effect object sur les niches et les services. Tu peux décrire ce que c'est? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui comprennent pas l'onglet, etc. Ouais, en fait, si vous voulez, c'est tout simplement le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire, en fait, que
vous allez vous concentrer sur quelque chose et puis vous allez voir des opportunités un petit peu partout, sauf là où vous êtes. Donc, vous allez vouloir un petit peu tout essayer à chaque fois et vous pensez que l'endroit où vous êtes actuellement n'est pas fait pour vous et qu'il y a un copain à vous à côté qui fait 20 ou 30 cas par mois dans tel secteur, vous allez devoir y aller, etc. Et je vois beaucoup de personnes qui ont cette espèce de syndrome dans l'accompagnement au début, c'est-à-dire que ils vont se lancer, je vous donne un exemple très concret, sur du community management pour un certain secteur d'activité. Ils vont tester 2 semaines, ils vont envoyer 200 messages, ça n'a pas trop marché, ils vont se remettre un petit peu en question, mais ils vont pas pousser extrêmement loin la réflexion. Ils vont se dire que c'est pas fait pour eux, ou alors que ça ne marche pas ou que c'est saturé. Ils vont faire un autre service, ça va être des Facebook Ads. Facebook Ads, ça va faire pareil, etc. Et c'est comme ça qu'ils perdent 3 à 6 mois dans leur carrière SMMA. Et dans leur carrière, de leur vie en soi. Et ce que tu viens de décrire là, il y a beaucoup de personnes qui l'ont aussi avec des business. Donc déjà, dans un business, tu peux te perdre. J'ai fait une vidéo récemment hier où je tournais justement et j'expliquais que dans un seul business, déjà, tu peux te perdre au vu des stratégies, de démarchage, etc., du choix du service, du produit. Mais en plus, aujourd'hui, tu te perds dans plein d'autres business. Et en fait, le problème des gens, c'est que premièrement, ils passent pas assez de temps à vraiment savoir quel business ils vont lancer, lequel est vraiment fait pour eux, celui qui leur correspond et tout. Et donc moi, c'est ce que j'avais appelé le véhicule. Le véhicule, en fait, qui va t'emmener sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est tes objectifs. Imaginons que tu souhaites viser 10 000 euros par mois. Eh ben, la ligne d'arrivée, c'est je génère 10 000 euros par mois. Donc, quel véhicule je choisis? Parce qu'en fonction du conducteur, on peut pas rentrer dans le même véhicule. On peut pas conduire les mêmes types de voitures. Il y en a qui vont conduire des motos. Il y en a d'autres qui vont conduire des voitures de course. Il y en a d'autres qui vont conduire des SUV, etc. Ensuite, une fois que je suis dans mon véhicule, eh ben là, ça débute. Quelle pièce, en fait, je vais mettre dans ce véhicule? Imaginons que moi, je mets, je sais pas, j'ai une essence et je mets du diesel dedans. Donc ça, c'est quoi? C'est les stratégies de mon business que je vais utiliser. Bim, ça marche pas. Donc en fait, il y a toujours une réflexion à avoir pour optimiser son véhicule pour arriver à ces 10 000 euros du coup par mois. Et ouais, c'est vrai que j'étais sûr que tu allais donner exactement cette difficulté et cette erreur. Parce que on le voit, ça, je pense que c'est vraiment le mal du 21e siècle avec toutes les informations et tout. Et parfois, certaines personnes, ce qu'elles devraient faire, c'est vraiment mettre beaucoup de temps à choisir leur service et après se mettre des œillères en fait et des bouchons d'oreilles pour juste, ok, j'ai fait le bon choix de service, je sais que ça va marcher. Même si Igor, juste à côté, il close avant moi, c'est pas grave. Moi, je vais le faire. Exactement. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est le plus grand mal et c'est ce qui revient quasiment le plus souvent, je pense, selon moi. En ayant accompagné à peu près 700-800 personnes, c'est ce qui revient quasi le plus souvent. Il y a un autre truc qui vient souvent, comme ça je vais donner 5 erreurs, je pense, à peu près, Ouais, parce je crois qu'on est à 3. ok. Il y a un Donc, truc t'en as qui encore revient deux. très souvent. Ouais, encore 2, ouais. Ok, cool. Là, si vous voulez, vous êtes dans une dynamique où vous voyez des chiffres, vous voyez des gens réussir, vous voyez peut-être dans un accompagnement, que ce soit le nôtre ou non, quelque part, vous allez voir des résultats. Vous allez voir des résultats et au début, ça va vous surprendre, ça va vous intimider, vous questionner, vous faire rêver. Mais derrière, il faut se dire que vous n'avez pas toutes les informations. Et selon moi, le plus gros risque au début, c'est comme on en revient un peu à ce qu'on disait au début, et c'est ce que j'avais déjà dit dans une précédente interview, c'est de surpricer dès le début. Et ça, je le vois encore trop souvent, donc c'est pour ça que je me permets de le rappeler 6 mois après, c'est parce que je le revois dès le début. Et aujourd'hui, tout le monde veut pricer ses services extrêmement chers dès le début. Et le problème derrière tout ça, c'est que peut-être qu'il y a des personnes qui vont réussir à closer cher. C'est possible. Les personnes qui sont meilleures en vente. Vous allez réussir à closer votre client à 3 000, 4 000 par mois. OK. Mais vous n'avez pas d'expérience nécessairement, que ce soit avec votre produit et avec votre base client type, votre avatar. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Derrière, quand vous voyez des reviews, des personnes, des screenshots, des dashboards un petit peu faramineux où vous voyez des gros résultats, peut-être qu'ils ont closé sur le coup pour ce montant-là, mais qui vous dit qu'ils vont rester sur du long terme avec les clients qu'ils ont, dans le sens où je vois énormément de personnes closer, et c'est bien au final, parce que ça leur donne confiance, closer cher, mais ne garder qu'un client qu'un seul mois, parce qu'ils n'ont pas l'expérience de leur produit et de leur avatar, par rapport du coup au fait que ils sont inexpérimentés là-dedans, donc ils closent très cher, ils gardent les clients qu'un mois, et ils repartent à la prospection. Et ils n'ont pas un business stable. Et ils sont toujours dans la continuité de vouloir acquérir de nouveaux clients, alors que peut-être qu'on serait plus rentable à pricer 1 500 euros par mois et garder un client 6 mois, plutôt que pricer un client à 4 000 euros le mois et le garder qu'un seul mois. Ouais, donc en gros, pour toi, ce serait de privilégier vraiment la satisfaction du client
au final au détriment de tout, surtout au départ, et de pas surpricer en fait et d'y aller step by step. On a un exemple, je pense, très concret. J'ai fait d'ailleurs une interview de cette personne sur la chaîne. Donc c'est une étudiante, Naomi. Et Naomi, il me semble, j'ai pas en tête le prix exact de son service au départ, mais je crois que c'était 1000 euros ou quelque chose comme ça. C'était vraiment un prix très correct. Et la dernière fois, je me connecte sur le groupe, en fait, le Discord, et je vais dans la partie résultats des membres, et je vois qu'elle vient de closer un client à 20 000 euros. Et j'étais choqué. Et j'étais super fier d'elle, super content. Mais en fait, je pense que c'est le meilleur exemple. On a une personne ici qui a vraiment pricé petit au départ, qui a pris énormément d'expérience. En fait, c'est simple, hein. Sa prestation, le prix qu'elle valait, c'était bien plus que ce qu'elle vendait réellement. Donc c'était sous-évalué. Mais ça lui a vraiment permis d'avoir encore plus de connaissances, plus de valeur. Et du coup, elle est montée step by step. Et je donne souvent cet exemple aussi. Moi, quand j'ai commencé, je vendais des offres à 500 euros par mois d'accompagnement sur Instagram. Un an après, je vendais un accompagnement sur Instagram toujours, mais c'était à 10 000 euros par mois. Mais en fait, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et oui, le principe même du SMMA, comme tu l'as si bien dit, comparé à plein d'autres business, c'est de garder ses clients sur long terme. Avec ton agence, c'est pour ça que je vais rebondir dessus, il me semble que toi, tes clients, en fait, tu les gardes tout le temps, en fait. Oui, exact. Là, ça fait depuis 1 an et quelques mois que en dehors des clients que j'ai sortis moi-même, Ouais. que j'ai perdu aucun client qui veuille partir de lui-même, en fait. Et donc, c'est pas quand tu génères, imaginons que tu génères 20 000 euros par mois, donc c'est les chiffres que tu vas garder sur le long terme. Non, on sait que tu vas t'améliorer encore plus. Mais voilà, 20 000 euros par mois, c'est déjà très bien. Et en fait, non, c'est pas genre un client qui te rapporte parce que toi, tu prends les pourcentages. Je sais pas, 4 000, 5 000 euros par mois. En fait, non. Ce qu'il faut se calculer en SMMA, c'est pas combien il t'a rapporté par mois, c'est OK, en un an, il m'a rapporté 60 000 euros. Et là, ça remet un peu les idées au clair. C'est ça. Et dernière petite chose à ce sujet, c'est-à-dire que ça, c'est important pour les personnes qui nous regardent. Il faut pas vous dire combien je vais le pricer au début par rapport au marché uniquement, par rapport à ce que je peux en tirer. Ne voyez pas votre intérêt personnel en premier. Voyez quel multiplicateur je peux donner à mon pricing pour avoir le résultat du client. Par exemple, moi, je fais un calcul très simple. Qu'est-ce que j'entends par là? Je me dis, OK, si je suis convaincu avec une belle analyse de ce client, une belle analyse de ce que je peux produire, si je suis quasiment convaincu, on n'est jamais sûr à 100%, mais que je suis convaincu en majorité que je vais pouvoir lui ramener quelque chose comme 15 000 euros par mois de bénéfices purs, si c'est palpable en argent, il y a d'autres services pour lesquels c'est du temps. Ici, je parle en argent. Je peux me permettre de pricer à peu près à diviser par 10, 1500. Et je pense toujours comme ça parce que je me dis, dans tous les cas, même si mon pricing, il peut sembler beaucoup plus bas que ce que je lui ramène au début quand on commence, au final, le client, c'est le meilleur moyen de ne pas le perdre et de le conserver à vos côtés. C'est d'être sûr que même si vous faites du bon travail, même si vous êtes un petit peu undervalue, c'est-à-dire un petit peu sous-évalué au début, vous êtes dans la situation où il génère de l'argent avec vous, il change de vie progressivement, et puis, de toute manière, vous pourrez un petit peu augmenter vos prix par la suite. Il n'y a aucun problème, notamment pour vos nouveaux clients. Mais pensez toujours, avant de pricer, combien je peux ramener à ce client avant de fixer définitivement mon type de pricing. Ouais, c'est un excellent conseil. Les gens qui montent toutes mes vidéos YouTube, ça fait, je crois, 6 mois que je travaille avec eux. Et j'ai pas prévu en fait de changer parce qu'ils ont une bonne offre. Et en fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas voir le client comme un client. Il faut même enlever ce mot client, etc. Parce que client, c'est un sac d'argent. C'est comme ça qu'on voit un client. Non, c'est partenaire en fait. C'est quelqu'un que vous allez profondément aider. Et si vous êtes poussé par l'envie de l'aider, l'envie de lui apprendre, l'envie en fait de lui faire atteindre vraiment des résultats et des grands résultats, vous fonctionnerez. Et c'est juste que peu de personnes ont cette mentalité long terme. Beaucoup sont là pour l'appât du gain et c'est normal parce que quand on commence, on veut juste sa liberté. Quand on commence, on veut juste sa liberté, on veut juste gagner plus d'argent. Et en fait, nos propres envies nous font échouer sur plein de points parce qu'on brûle les étapes. Tu avais une dernière erreur à donner. Du coup, c'est la 5e, il me semble. Ouais, tout à fait. Ouais, il y en a une dernière erreur très importante. Et cette fois-ci, ça va être un peu moins palpable puisque je trouve que c'est beaucoup plus lié au mindset des personnes. Derrière, je vois énormément de personnes qui, dans leur mindset,
se disent certes, oui, elles sont pas capables, etc., que c'est beaucoup moins facile que ce qu'elles avaient pensé, etc. Mais c'est surtout une chose qui vous bloque tous, c'est d'imaginer et de penser, avant même d'avoir touché quoi que ce soit en SMMA, de penser que telle niche, tel service, tel secteur est saturé et que vous ne pouvez pas y aller. Parce que ça, je le vois tout le temps. On m'envoie tout le temps des messages. Enzo, est-ce que tu penses que je peux aller là? J'ai l'impression que tout le monde se lance dessus. Et en fait, vous vous posez trop de questions et l'analyse ne doit pas venir du coup du résultat de ce que je vais vous dire. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de mon approbation pour que je vous dise oui ou non, c'est une mauvaise niche. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise niche. Pour moi, tant qu'il y a de la demande, de l'argent et du volume, vous avez une niche qui est complètement exploitable à partir du moment même où, comme je vous le disais au début, vous avez votre avantage concurrentiel sur le marché. Vous avez quelque chose à apporter en plus, un message un petit peu différent des autres, un branding un peu différent, quelque chose qui fait la donne en plus, un micro-service supplémentaire au sein de votre offre que vos concurrents ne font pas. Et une fois que vous avez tout ça, en réalité, aucune niche n'est vraiment saturée. Je vous donne un exemple très concret pour finir un petit peu, parce que ça, c'est des stats que j'ai en interne pour le subsystème, pour les personnes qui ont ces croyances limitantes. En France, aujourd'hui, vous avez 18 200 agences de marketing digital au global. OK. Et derrière, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus d'1 million d'entreprises en France qui sont créées chaque année. Alors oui, il y en a qui ferment, mais vous avez 1 million de nouvelles entreprises chaque année. Si vous faites un petit peu le ratio, ça fait potentiellement, donc si on divise le nombre d'entreprises totales au nombre d'agences totales, 55 potentiels clients par agence. Donc oui, ce sera peut-être pas votre niche, mais il y a quand même de la place. Et je pense pas que sur les 18 000 agences, toutes fonctionnent, font du chiffre. Voilà, il y a énormément de gens qui se lancent dans la création d'agences et qui ne passent pas le premier mois. Ça, c'est la réalité. Donc, sur les 18 000, divisez-le par 2 même, pour savoir vraiment les agences qui restent et qui continuent à travailler. Et divisez-le même encore par 2 pour les agences qui commencent à avoir les premiers clients. Et divisez-le encore par 2 pour les agences qui font réellement du chiffre tous les mois, qui sont rentables. Donc, il y a beaucoup de possibilités, mais ça prouve aussi, justement, que c'est pas facile. De toute façon, aucun business n'est facile. Si on veut des résultats, on doit travailler. Sinon, Jackie de notre voisinage ferait 10 000 euros par mois. Micheline ferait 8 000 euros par mois en tournant son gazon. Et voilà, dans notre voisinage, on n'aurait que des Audi, que des Merco et que des Lambo. C'est pas du tout le cas. Donc non, c'est difficile. Écoute, je pense que toutes les erreurs que tu as données, et d'ailleurs tous les tips de cette interview, Enzo, sont vraiment, vraiment, vraiment pépites. Et je te remercie pour toute la valeur. Beaucoup de personnes vont nous voir et vont continuer à nous voir sur beaucoup de vidéos. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, Enzo va faire des vidéos solo sur la chaîne. On va faire des vidéos en duo. Donc réellement, vous allez voir la tête d'Enzo et tous ses conseils bien plus régulièrement sur la chaîne. Je suis super excité pour ça. Donc d'ailleurs, la prochaine vidéo, c'est comment générer 10 000 euros par mois avec son agence. Et vraiment, on va vous donner nos meilleurs tips chacun pour atteindre ces objectifs-là. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et soyez patient parce que ça va être une vidéo vraiment, vraiment propre. Et du coup aussi, n'oubliez pas bien évidemment, si vous voulez nous rejoindre dans le système, bénéficier de notre accompagnement, mes vidéos, l'accompagnement aussi d'Enzo, vous pouvez cliquer dans le premier lien dans la description, réserver votre appel, c'est uniquement sous candidature. On a 800 personnes qui sont rentrées sur candidature uniquement. Imaginez-vous si on ouvrait les portes et qu'on laissait rentrer monsieur tout le monde. On ne veut pas faire ça parce que ça nous permet vraiment de sélectionner les membres et donc d'avoir de très gros success stories. Enzo, merci énormément du coup pour toute la valeur et on se retrouve très bientôt du coup sur la chaîne. J'espère que tu seras chaud et surtout j'espère que tu as bien aimé en fait cette deuxième vidéo qu'on a fait ensemble. Avec plaisir. Ouais, c'était super cool. J'espère que les conseils vous auront vraiment servi. Vous allez voir qu'on vous prépare vraiment, vraiment, vraiment du super contenu avec Adam. On va vous donner le maximum de tips. On va vous révéler ce que quasiment personne n'a osé vous révéler, je pense, sur le marché français. Donc voilà. Je vous dis à très vite. Et puis, merci beaucoup pour l'invitation. Et allez voir du coup la première interview que j'ai faite avec Enzo. Elle est juste ici. Allez la voir. Full valeur aussi. Là, ça parle un peu plus justement du parcours de Enzo, qui il est, comment il a commencé, etc. Donc, cliquez juste là. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Salut.